Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui a été annoncé le Realme GT Neo 3, un smartphone qui dispose de points intéressants comme sa recharge super rapide de 150 watts, mais il est aussi équipé du Mediatek Dimensity 8100, et vu qu'on est sur un modèle qui vise la performance avec son design de voiture de course, je me suis dit que ça serait plus intéressant de se focaliser sur la partie gaming et performance. On va donc voir divers benchmarks et son comportement en jeu, et surtout voir si, contrairement au dernier processeur Snapdragon, il évite de surchauffer. Ce téléphone dispose de plusieurs avantages pour le jeu. Déjà, son écran 120 Hz AMOLED de 6 pouces 7 dispose d'un processeur dédié pour améliorer le rendu dans les jeux compatibles. Il a de la stéréo, de la 5G, de la recharge super rapide dont on reparlera un peu plus loin. La mémoire et le stockage sont en UFS 3.1 et LPDDR5 pour un accès rapide aux informations stockées. Bref, tout ce qu'il faut pour consommer du contenu dans de bonnes conditions et jouer au jeu. Pour les benchmarks, j'ai obtenu 827 167 sur AnTuTu, 14 556 sur PCMark, 943 et 4068 sur Geekbench et enfin 4895 sur 3DMark avec un FPS moyen de 29. J'ai aussi fait un Wildlife Extreme Stress Test qui, comme son nom l'indique, va venir tester le téléphone sur une plus longue période, et ici le score varie entre 1489 et 1218, mais surtout la stabilité est de 80%, ce qui est meilleur que ce que j'avais pu obtenir avec le Snapdragon 8 Gen 1, qui équipe le Realme GT2 Pro par exemple, où j'étais à 60% et j'avais eu aussi des soucis pour arriver au bout du test sur d'autres modèles concurrents à cause de la chauffe. En puissance brute, le Snapdragon 8 Gen 1 a de meilleurs scores que ce processeur sur AnTuTu, mais au final sur la stabilité c'est le Dimensity 8100 qui s'en sort le mieux et qui offrira dans l'idée de bonnes performances sur le plus long terme, et c'est ce qu'on va voir en jeu maintenant. Avant de commencer à jouer, j'ai mesuré la température du téléphone qui était de 24,5 degrés dans une pièce autour des 20 degrés, ce qui permettra de voir l'évolution de la température après les différents jeux. Sur le GT Neo 3, on a un mode GT pour améliorer les performances qui s'active dans la partie batterie ou directement en jeu grâce à la barre d'accès rapide qui permet de faire des captures d'écran, de changer le mode du téléphone entre les différentes puissances, entre faible, équilibré et GT, mais aussi la possibilité d'afficher les FPS, la consommation du CPU et du GPU, ce que vous pouvez voir en haut de l'écran et qui permettra de suivre l'utilisation à travers les différents jeux. On commence avec Call of Duty Mobile. J'ai mis les paramètres sur très élevé et max afin de profiter d'une meilleure qualité vu qu'on est sur un jeu qui tourne sur pratiquement tous les téléphones. Pour la première partie, les FPS sont constamment à 60, on voit le GPU proche des 100% et le CPU moins utilisé entre 50 et 70% en fonction de l'action. Après 30 minutes de jeu, les résultats restent constants et la température du téléphone est passée à pratiquement 30 degrés sur le point le plus chaud, ce qui se ressent même pas au toucher, donc aucun problème pour jouer à ce jeu. On passe ensuite à PUBG Mobile. J'ai commencé à jouer en fluide et limite pour les paramètres graphiques et on a ici du 58-60 fps en continu avec le GPU utilisé à 30% et le CPU à 65% environ. Après 30 minutes de jeu et en rencontrant d'autres joueurs, les FPS ne bougent pas. Le GPU monte à 70% d'utilisation ainsi que le CPU, mais ça varie beaucoup en fonction des moments, mais ça reste fluide quoi qu'il arrive. J'ai ensuite passé les paramètres sur HDR et Ultra pour améliorer les graphismes, les modes au-dessus n'étant pas disponibles sur ce modèle. Les FPS sont donc maintenant bloqués à 39, la charge GPU et CPU sont un peu plus utilisées mais pas de ralentissement non plus, ça fonctionne bien là aussi. Pour la température, on est à environ 31 degrés, ça n'a pas augmenté par rapport à Call of Duty. On passe ensuite à Fortnite. Pour les paramètres, je suis en 30 fps avec les réglages automatiques qui sont mis sur la qualité moyenne et en utilisant les textures HD. Ici aucun problème pour maintenir les 30 fps constants, le GPU est autour des 70-80% et le processeur à 40-50%. Après 30 minutes de jeu et pendant les combats, les valeurs restent les mêmes, donc on pourra jouer à ce jeu sans problème. On passe maintenant au jeu le plus gourmand, Genshin Impact. J'ai mis les paramètres au max et en 60 fps. Ici le GPU est à quasiment 100% et le CPU à 60 au début du jeu tout en gardant les FPS proches des 60. Après 30 minutes de jeu et pendant un combat, on est plutôt à 30-40 fps avec le GPU à fond et le processeur à 70-80%, mais ça bouge pas mal au niveau des FPS mais aussi au niveau de l'utilisation du matériel. J'ai ensuite passé le téléphone en mode GT pour voir si ça changeait quelque chose sur le combat suivant, mais ça restait assez équivalent avec des FPS entre 30 et 40 au début, le GPU à fond et le CPI autour des 65%, mais je suis quand même remonté vers des FPS plus élevés sur la fin du combat. A voir si l'augmentation de la consommation de la batterie et une chauffe plus élevée vaut le coup ou pas par rapport au mode équilibré qui a suffi pour les jeux précédents. Pour la température, là le téléphone a davantage chauffé forcément et on est arrivé sous les 40 degrés, ce qui est mieux encore une fois que ce que j'ai pu avoir dans le passé
avec le Snapdragon 8 Gen 1, donc c'est très positif, et le système de refroidissement amélioré est donc bien performant lui aussi, permettant de jouer dans de très bonnes conditions et surtout sur le long terme. Après toute cette session de jeu où j'avais pris soin de recharger le téléphone complètement avant de commencer, j'ai perdu qu'environ 20% de batterie, celle-ci fait d'ailleurs 4500 mAh, ce qui est plutôt très bien. J'ai aussi fait un test avec PCMark qui simule une utilisation de la batterie de façon automatique et l'a fait passer de 100 à 20%, et j'ai obtenu un score de 15h25 en utilisant le taux de rafraîchissement automatique, ce qui permet de tenir quasiment 2 jours, et surtout la recharge de 150 watts permet de recharger le téléphone super vite. J'ai débuté à 4% en vous mettant un chronomètre à côté, on voit la petite animation Ultra Dart avec l'effet de recharge rapide, on voit même les pourcentages défiler, et après 5 minutes on est déjà à 50% de recharge, ce qui permet du coup en 5 minutes de repartir pour au moins la journée si ce n'est pas plus. Après 10 minutes, on est maintenant à 83% et il m'a fallu moins de 14 minutes pour passer à 100%. J'ai raté la minute exacte, mais c'est à peu près cela. C'est donc assez impressionnant forcément. On avait jusqu'à maintenant de la recharge 120 watts qui commence à être de plus en plus présente et même un petit peu plus au-delà avec certaines marques, mais 150 watts c'est vraiment très rapide et pour l'instant je crois que c'est le seul téléphone qui le propose. J'ai aussi vérifié la température après recharge et j'étais à 34 degrés, c'est plutôt le chargeur qui était chaud au toucher que le téléphone pour finir. Pour le prix, on a deux versions disponibles, une avec une recharge 80 watts et une avec la recharge 150 watts que je vous ai montré. La taille de la batterie varie en fonction des deux, 4500 pour la version 150 watts et 5000 pour la version 80 watts. Au-delà de ça, il n'y a pas vraiment de différence entre ces deux téléphones. La version 150 watts a un prix de lancement de 699 € sans compter les promotions que je vous mettrai dans la description, et je n'ai par contre pas le prix du modèle 80 watts, donc il faudra aussi aller voir dans la description pour celui-là. Ça reste un téléphone qui a des performances proches de ce qu'on a sur les flagships. Alors je vous ai pas parlé de la partie photo car finalement le capteur principal fonctionne bien en photo. On a de la stabilisation optique en photo mais pas en vidéo 4K, ce qui est dommage et rend la prise de vidéo plus difficile. L'ultra grand angle n'est pas spécialement intéressant et finalement pour la partie photo, vaudra mieux se tourner sur le Realme GT2 Pro si on veut quelque chose de plus performant tout en restant chez Realme. Comme on l'a vu, ce qui est très mis en avant, c'est cette recharge 150 watts qui forcément est impressionnante, mais pour moi le plus intéressant c'est ce processeur et sa gestion de la température qui permet de jouer dans de bonnes conditions, même à des jeux gourmands comme Genshin Impact, et on peut tout à fait baisser les paramètres aussi pour avoir quelque chose d'encore plus stable au niveau des FPS. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, une vidéo qui était un petit peu différente, plus concentrée sur les points forts ou les points les plus intéressants je trouve du smartphone, donc dites-moi ça en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo.